Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de votre magazine La Transparence présenté par le studio Sven Mediab. Merci de nous suivre sur www.svenmediab.info et sur 89.3 MHz, la radio Sven. Pour cette nouvelle édition, nous avons comme invité à ma gauche le prof Augustin Moutabazi. Prof Augustin, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Bukavu ainsi qu'à l'Institut supérieur de développement rural où vous donnez les cours d'économie et gestion. Effectivement. À ma droite, j'ai le prof Arnaud Nialouma. Le prof, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des droits publics et droits humains à l'Université catholique de Bukavu et à l'Institut supérieur des techniques médicales. Avec les deux professeurs, nous allons passer en revue les 3 accords que les chefs de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, a signé avec son homologue rwandais Paul Kagame la semaine dernière. Il y a eu 3 accords. Les premiers accords portent sur la promotion et la protection des investissements entre les 2 pays. Le deuxième a pour objet une convention entre les 2 pays en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts et sur les revenus. Le troisième accord porte sur l'exploitation aurifère entre la société Sakima et celle rwandaise Diter LTD. Alors nous allons commencer par le dernier accord. Prof Augustin Moutabazi, la République démocratique du Congo et le Rwanda signent un accord pour l'exploitation d'or. Quelle est votre réaction? À première vue, c'est intéressant, c'est bon, dans la mesure où cet accord permet de réduire la pauvreté au Rwanda et au Burundi, au Rwanda et chez nous au Congo. Simplement, nous ne connaissons pas les détails de cet accord, parce que le contenu, parce qu'une entreprise privée qui doit signer des contrats avec une autre entreprise de part et d'autre, je ne vois pas pourquoi ça doit être des accords de coopération entre pays. Parce que le Congo, les entreprises congolaises vendent des produits au Rwanda et les Rwandais vendent des produits au Congo. De part d'ailleurs, les accords de la CPGL qui permet que des produits de ces 3 pays concernés puissent en principe circuler librement comme les hommes. Une entreprise privée rwandaise peut signer un contrat d'achat, même en exclusivité, de marchandises auprès d'une autre entreprise. Nous avons ici par exemple l'Abralima Bukavu et l'Abralima de l'autre côté du Rwanda. À un moment donné, la brasserie de Bukavu était incapable de produire des boissons sucrées et elle importait auprès de sa sœur, la Bralima du Rwanda, des produits sucrés. Donc c'est la même chose. Si un comptoir d'achat d'or ou une fonderie d'or est installée au Rwanda et qu'elle a besoin de s'approvisionner auprès de comptoirs d'or au Congo, en tout cas, la loi, peut-être le collègue Nialouma va nous expliquer davantage, les lois en vigueur n'interdisent pas. Et donc, quelle serait la plus-value qu'apporterait un accord de coopération spécifique? Je ne vois pas clairement parce que c'est des marchandises qui ont un cours mondial bien connu. Personne ne vendra son or à une entreprise rwandaise à un prix fixé par un pays. Le prix est fixé par les marchés. Si c'est un partenariat du genre préfinancement, il n'y a pas de problème non plus. Nous avons des sociétés, des minoteries au Rwanda qui préfinancent la production des graines dans la plaine d'Ovira, donc de la Ruzizi, je veux dire. Et là, on n'a pas besoin que des pays
puisse signer des accords spéciaux, encore que ces accords existent déjà au niveau de la CPGL et maintenant au niveau de la zone de libre-échange africaine. L'autre coopération, là, on parle de la protection des investissements. C'est pas mauvais. Je présume que c'est de dire si un Rwandais ou le gouvernement rwandais implante une entreprise au Congo, il faut naturellement des garanties, il faut des protections juridiques. Et inversement. La dernière là qui parle de l'évasion, c'est peut-être là où le Congo pourrait gagner. L'évasion fiscale. En fait, l'or du Congo, même les cafés, la cassiterite, ainsi de suite, est vendu et exporté au Rwanda en contrebande. Et le Rwanda les blanchit et les exporte officiellement. C'est là où effectivement le Rwanda peut nous aider parce que on pourrait imaginer que le Rwanda soit obligé de déclarer l'origine de la marchandise et même le nom du fournisseur. Le fournisseur qui est de ce côté-ci au Congo, qui passe en contrebande, serait donc signalé par la Fédération d'entreprises rwandaise comme étant commerçant. Et à ce moment-là, ce commerçant congolais qui a exporté en contrebande sera obligé de payer les impôts et taxes liés à son business. Parce que pour l'instant, ils ne le font pas. Tout l'or de Chabunda, de Mwenga, de Fizi sort clandestinement du pays. Les messieurs qui exportent ne payent ni droit de sortie, ils ne payent pas l'impôt sur les bénéfices parce que personne ne connaît son bénéfice. Et donc, le Congo perd énormément. Si le Rwanda, effectivement, peut coopérer dans ce sens, je trouve que ce serait alors une bonne coopération pour la partie évasion fiscale. Évasion, en fait, c'est une tricherie maligne. Donc, tu crées ton entreprise au Rwanda, mais elle n'existe pas au Congo, alors que c'est l'entreprise rwandaise qui paie les impôts et taxes au Rwanda et la contrepartie au Congo n'existe pas. C'est comme ça que moi j'ai compris ces accords. Mais est-ce que ces accords-là étaient opportuns? Bon, opportun, maintenant il faut savoir qu'est-ce que le président cherche réellement. S'il cherche la sympathie du Rwanda, dans d'autres, du point de vue sécuritaire, il faut peut-être, j'imagine, trouver quoi donner. Je me demande même si ce n'est pas un deal, quoi donner. Qu'est-ce que le gouvernement congolais n'a pas de minerais comme tel. Les minerais appartiennent à des privés. Dire au Rwanda que désormais nous allons commencer à vous vendre l'or, mais cet or-là n'est pas détenu par le gouvernement congolais. C'est l'or des bandeaux, c'est l'or des comptoirs, c'est l'or des creuseurs, et donc on peut aussi vendre du vent au Rwanda. Merci beaucoup, prof. Augustin Mutabazi. Prof. Arnaud Nyaluma, que peut bien être la base de ces accords et comment l'Assemblée peut contrôler ces accords? Déjà, il semble que ce sont des accords qui sont méconnus par la population. Si on commence effectivement du point de vue de la légalité, je suppose que là on est à la phase de négociation. Puisque s'il faut signer un traité international, s'il faut signer un accord bilatéral entre deux États, encore faudra-t-il que aussi bien le Parlement rwandais que le Parlement burundais puissent être impliqués à la fin. Rwandais et Congolais s'impliquent à la fin parce que ce ne sont pas les deux chefs de l'État qui vont signer un contrat sur des questions qui engagent les États. Donc, je suppose que c'est un contrat encore en processus et qui va être contrôlé par les organes délibératifs dans les deux États. Mais la grande question que je me pose, c'est le soubassement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la CPGL, nous avons la CIRGL, nous avons la ZLEC, c'est-à-dire de cadres préexistants où toutes ces questions sont réglées. Pourquoi ensuite se replier à deux pour un contrat particulier? C'est même contre-productif. Vous ne pouvez pas dire nous sommes en train de créer un marché pour l'ensemble de l'Afrique, mais on se replie sur des États pour créer
et notre sous-marché. Vous ne pouvez pas dire nous avons des accords de coopération, des libertés de circulation des biens et des services au sein de la région des Grands Lacs et ensuite revenir sur des questions spécifiques. Mais moi, ma grande crainte, est-ce que cet accord principalement sur l'or ne vient pas torpiller tout ce qu'il y a aujourd'hui comme mécanisme de traçabilité des minerais? Comment s'assurer du respect des droits humains dans la chaîne de la production? La société dont on parle, tout le monde sait qu'elle est presque en faillite. Et l'or qui risque d'être concerné ici, c'est l'avantage de l'or de creuseurs artisanaux. Comment on se rassure que ce n'est pas un accord finalement qui va servir de blanchissement ou de brouillage de la provenance des minerais? Puisque l'exigence, elle prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, c'est que les utilisateurs finaux des minerais doivent être capables de vérifier depuis le lieu où on creuse, le lieu où on emballe, le lieu où on raffine, que sur toute la chaîne, il n'y a pas de groupes armés, il n'y a pas de femmes qui sont exploitées, il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les mines, etc. Alors, je ne crois pas qu'il y ait au Rwanda des usines de transformation de l'or. Je ne sais pas quelle entreprise au Rwanda utilise l'or. Si c'est des fonderies, ça signifie qu'à la fin, en termes de traçabilité, ce n'est plus l'or qui vient du Congo, c'est plutôt l'or qui vient du Rwanda. Maintenant, la question, comment on va se rassurer qu'en dehors de cet or qui vient de la coopération, on ne fait pas passer tout l'or des contrebandes, comme le disait le pro Mutabazi, et finalement, on lui fait passer sous le même cachet, sans savoir que c'est des groupes armés qui ont exploité. Moi, je pense que de ce point de vue-là, par rapport aux droits humains, c'est plutôt un danger. Et c'est un secret de Polichinelle. Le président de la République rwandaise, il a tenu des propos négationnistes par rapport aux crimes, aux accusations des crimes des Rwandais ici en République démocratique du Congo. Et tout de suite après, nous avons un accord signé entre les présidents de la République de la RDC et les présidents du Rwanda. Est-ce qu'on peut dire que cela vient faire table rase à tout ce que la population de la République démocratique a connu par rapport au Rwanda? On ne peut pas changer l'histoire. Les faits qui se sont commis au Congo, plus de 8 millions de morts du fait des responsables congolais et rwandais, ces faits-là sont immuables. On ne peut pas les changer. Et même quelles que soient les attitudes négationnistes des autorités du côté du Rwanda, ces faits-là ne peuvent pas changer. C'est pourquoi je pensais que parmi les axes de coopération que les chefs de l'État congolais allaient développer, c'est notamment la coopération judiciaire. Nous avons encore aujourd'hui de gens qui sont poursuivables, notamment le général Laurent Nkunda, qui vit calmement à Kigali, qui n'a pas été jugé à Kigali et qui n'a pas été non plus extradé en République démocratique du Congo. Peut-être que le chef de l'État a oublié, c'est l'occasion de lui rappeler que l'économie ne va pas avec l'impunité. Très souvent, on cite la situation de la France et de l'Allemagne comme modèle en disant ils se sont fait la guerre, puis ils se sont réconciliés. Oui, la réconciliation a lieu entre peuples victimes, puisqu'on oublie que les nazis ont fait aussi des victimes en Allemagne. Mais aucun nazi n'a été épargné. Et aujourd'hui, ceux qui sont encore attrapés, ils sont jugés. Et donc la paix qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est la paix des gens qui n'ont pas le sang sur leurs mains. Et c'est ça la paix que nous devons faire dans la région des Grands Lacs. La première garantie de la paix, c'est la justice. S'il y a un minimum de stabilité au Rwanda aujourd'hui, c'est parce que les génocidaires ont été pour la plupart poursuivis et nombreux ont été jugés. Et ça doit être la même chose pour l'Ouganda, pour le Congo, pour le Burundi, pour la Tanzanie, le Kenya et partout. Si nous voulons avoir l'Afrique où les gens ne recourent pas aux armes pour accéder au pouvoir, où on n'enterre pas les femmes vivantes, où on ne massacre pas des populations civiles, il est nécessaire que la coopération passe d'abord par la justice et l'économie va suivre. Je vais reposer la même question au prof Augustin Mutabazi. Ces accords, est-ce que ce n'est pas une façon pour
faire oublier à la population ces crimes-là commis par les Rwandais, ces accusations des Rwandais sur les sols congolais? Non, c'est deux choses différentes. Les populations n'oublieront pas les malheurs qu'on a subis dans la région du fait du commerce. Non, il y a d'une part les commerçants et d'autre part la population. Même quand on parle de l'or, c'est pas l'affaire de tous les Rwandais. C'est des lobbies businessmen qui veulent acheter l'or du Kivu et qui ne savent pas comment mettre les pieds au Kivu et qui restent à côté. C'est peut-être 3-4 personnes qui ont créé l'entreprise. Hein. C'est vrai qu'elle finira par payer des impôts au Rwanda. Mais je ne pense pas que les Rwandais, les communs des mortels, nous passons au Rwanda. Il ne faut pas non plus créer l'animosité entre les peuples. Les pauvres petits Rwandais qui entrent ici avec un bidon de lait, tu vois visiblement qu'il est plus pauvre que les Congolais. Et toutes ces mamans qui font les petits commerces frontaliers, c'est pour cela que moi je me bats. C'est pas pour la oligarchie congolaise ou rwandaise. Donc, celui qui est dans le secteur de l'or, c'est des très grands riches, c'est des juifs, c'est des anglais, ainsi de suite. Mais prof Augustin Mutabazi, étant donné que c'est une entreprise, pourquoi elle n'est pas venue directement chercher à collaborer directement avec la République du Congo? Pourquoi passer par le Rwanda? Exact, moi je ne comprends pas ces investisseurs. Notre code minier est le meilleur code du monde. Pourquoi attendre l'or à Gisenyi ou à Kigali? Mais venez, investissez dans Bandro ou dans la même Sakima. La Sakima a besoin d'être recapitalisée. Sakima a besoin d'argent pour acheter des équipements pour extraire l'or. Mais nous n'avons pas un problème de marché, parce que c'est posé comme si nous, on ne sait pas vendre l'or. L'or du monde est vendu en Inde, il est vendu en Chine. Ce sont les grands consommateurs de l'or. Donc, nous n'avons jamais eu un problème de marché de l'or au Congo. Il y en a qui exportent directement vers la Chine, vers l'Inde. Donc, mais maintenant, penser que cette stratégie va amener cette entreprise rwandaise à avoir de l'or moins cher, c'est pas évident. C'est pas évident. En business, on ne se fait pas des cadeaux. Donc, je ne vois pas... même lorsque la Sakima investirait, qu'elle va vendre son or à vil prix. Donc, il vendra au prix mondial. Et donc, les investisseurs qui sont au Rwanda, qu'ils viennent investir carrément directement ici. Ou qu'ils achètent des actions dans des entreprises orifères. Il y a Kilomot, c'est plein, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement au Congo. Il ne faut pas donner l'impression aux investisseurs internationaux que le Congo n'est pas fréquentable, que c'est juste une source de matières premières. Parce que c'est ça qui m'énerve un peu dans ce contrat. Donner l'impression qu'on ne peut pas mettre la fonderie à Bukavu, on ne peut pas mettre la fonderie à Fizi, mais que c'est plutôt à Kigali, parce que là, il y a du bon courant, il y a une bonne gouvernance. Je trouve que c'est réducteur. Parce que pour booster l'économie de notre province, nous avons besoin de créer de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, il ne faut pas avoir pitié des voisins, créer la main-d'œuvre chez eux. Sauf si, en contrepartie, eux aussi investissent. Et il n'y a pas que l'or, il y a tous les produits alimentaires. Les Rwandais ont besoin d'acheter au Congo d'autres biens. Parce que les Rwandais importent malgré tout la nourriture. Et nous savons la produire. Nous savons la produire à Mwenga, nous savons la produire à Bunyakiri. La coopération dont nous avons besoin, ce serait celle qu'on vient de signer avec l'Ouganda. Moi, je préfère celle-là. Du genre, l'Ouganda participe à la construction des routes à l'intérieur du Congo. L'Ouganda gagne parce elle va exporter plus facilement ses marchandises jusque dans les fins fonds du Congo. Et ce serait ce qu'on pourrait demander au Rwanda. Et si vous pensez avoir l'argent, aidez-nous à faire la route ou participons à l'investissement de la route Bukavu-Shabunda. Comme ça, votre lait pourra aussi arriver à Shabunda. Ou aidez-nous à construire une centrale hydroélectrique sur la rivière Elila. Comme ça, ça devient gagnant-gagnant au lieu de se focaliser sur un petit produit
qui ne concerne que des grands lobbies. Mais prof Augustin Mutabazi, ne pensez-vous pas que c'est un peu opaque là? Qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces accords? Parce que jusque-là, personne ne connaît le contenu de ces accords. Et puis d'ailleurs, le président de la ZADO, il a appelé tous les Congolais à exiger le contenu de ces accords. Oui, comme l'a dit le professeur Nyalouma, on peut présumer que c'est un préambule, c'est une intention. Il nous revient, nous, population, de proposer ce que serait le contenu de ces accords. Vous voyez, comme moi, je dis, par exemple, un vrai accord de coopération porterait sur les infrastructures routières et les infrastructures énergétiques. Nous avons le gaz méthane ici qui constitue un danger. L'urgence, ce n'est pas de traiter l'or, l'urgence, c'est de dégazer ces lacs. On a un problème alimentaire dans la région. L'urgence serait de produire la nourriture pour la population. Emblaver toute la plaine de la Ruzizi. Cette plaine est insécurisée parce qu'il n'y a pas d'investissement. C'est du bricolage qu'il y a là-bas. Mais amenons les capitaux, rwandais, congolais, burundais, pour moderniser cette plaine. Et donc, c'est ça mon avis. Merci beaucoup, prof Mutabazi. Prof Arnold Nyalouma, quelles sont les stratégies juridiques qu'il faut mettre en œuvre pour protéger les matières premières de la République démocratique du Congo? Je pense que les lois existent. Le problème, c'est leur mise en œuvre. Lorsque nous lisons le code minier révisé, il y a des chapitres qui ont été ajoutés, notamment sur le droit des communautés locales, sur la transparence et la traçabilité, sur le respect des droits humains dans l'exploitation. Et ces règles s'appliquent non seulement aux producteurs, mais également à tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs finaux. Nous avons sur le plan international différents cadres, notamment les règles de l'OCDE, qui exigent que dès le départ, l'on puisse vérifier comment les minerais ont été produits. Toute la question, c'est la volonté effectivement des autorités et surtout des opérateurs économiques de devoir se conformer à ces normes-là. Alors j'allais en profiter pour rappeler qu'avant l'or, il y a eu presque, non pas des accords, mais en tout cas, une situation similaire avec le café. Pendant des années, le Rwanda a vendu du café du Kivu. Mais le partenaire aujourd'hui exige que le café soit emballé non pas à Kigali, mais à Goma. Que les conteneurs partent de Kivu parce que l'on a senti la différence entre les cafés qui viennent du Kivu et les cafés qui viennent du Rwanda. Donc, on est revenu carrément à dire chaque communauté doit être les premiers bénéficiaires de matières qui sont produites dans sa zone. Alors qu'on en vienne à bricoler pour que l'or congolais soit estampillé au Congo, au Rwanda plutôt, je pense que nous sommes en marge de notre propre code minier et de plusieurs textes internationaux auxquels participent et la RDC et la République rwandaise. Il est donc temps que les uns les autres se ressaisissent. Et comme le disait tout à l'heure le prof Mutabazi, nous avons une très grande urgence et qui est aussi une grande opportunité d'investissement, c'est le gaz dans le lac Kivu. Nous avons l'avantage de partager cette matière première, puisque le lac nous appartient aux deux pays. Si on dégaze, si on exploite ces gaz, non seulement ça va produire de l'énergie, mais ça va nous épargner d'un danger imminent. Et le volcan Nyiragongo a démontré qu'il y a urgence. Maintenant, pourquoi on a sauté le gaz pour aller vers l'or? Ça signifie qu'on n'est pas vraiment dans l'intérêt des populations, et du côté du Congo et du côté du Rwanda. Prof Arnold Nyalouma, le contenu de cet accord ainsi que la durée de l'accord ne sont pas connus. En cas de non-respect d'accord, à quelle juridiction devrait-on recourir? C'est-à-dire les deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je crois que d'abord il faut qu'on ait l'accord, puisque c'est des mécanismes qui sont toujours prévus. Au cas où les deux États ne respectent pas l'accord, quelles sont les instances à intervenir? Mais c'est généralement des instances arbitrales. Avec Banro, on s'est carrément retrouvé devant des instances qui ont condamné la République démocratique du Congo, et c'est assez fréquent. Mais avant d'aller là, nous souhaitons
que notre Parlement, que ces projets d'accord soient discutés au niveau du Conseil de ministres, qu'ils soient ensuite soumis à la validation du Parlement congolais qui va autoriser la ratification, que le même processus soit observé au Rwanda. Et alors là, nous avons, nous comme peuple, la possibilité de savoir les contenus. Les élus qui nous représentent vont voir notamment les députés du Kivu. Est-ce que c'est du gagnant-gagnant? Quelles sont les clauses que l'on peut ajouter? Mais si on en reste là avec un contrat entre deux chefs de l'État, nous allons dire que cela n'engage pas le peuple congolais. Alors, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Prof Arnaud Nyaluma, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire au chef de l'État par rapport à ces accords qu'il vient de signer avec la République du Rwanda, ainsi qu'à d'autres accords en vue? Alors, je vais recommander au chef de l'État de revenir signer un accord de coopération judiciaire pour la répression des crimes internationaux commis dans la région. C'est cela le point de départ. Et comme ce sont les minerais qui nous intéressent, qu'on ait dans cet accord les aspects liés aux droits humains, les aspects liés à l'interdiction de la torture, des violences sexuelles dans l'exploitation de ces minerais. Mais ce que nous devons rappeler, que ce soit au chef de l'État congolais ou au chef de l'État rwandais, c'est que les ressources naturelles appartiennent d'abord aux communautés. C'est-à-dire que ce sont le peuple de ces deux pays et non pas quelques commerçants qui doivent profiter de ces ressources. Et nous allons encore le rappeler, les commerces ne doivent pas effacer l'histoire. C'est-à-dire pour les crimes qui se sont commis en République démocratique du Congo, qui sont consignés dans le rapport mapping, qui sont consignés dans les décisions de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, il est nécessaire que les responsabilités soient établies, que la réparation intervienne et qu'ensuite on ait des garanties de non-répétition et qu'on ait également de la réconciliation pour une paix et une prospérité durable dans la région des Grands Lacs. Même question au prof Augustin Mutabazi. Les recommandations au chef de l'État pour permettre à ce que les prochains accords, ainsi que ces accords qui viennent de signer, profitent effectivement à la République démocratique du Congo d'abord. Oui, je pense que le professeur a bien dit. Il faut effectivement qu'ils obtiennent l'adhésion de nos élus et de la société civile de part et d'autre, du lac et de la rivière. J'insiste surtout pour les frères, les amis du Rwanda, qui ne s'enlisent pas dans la politique. S'ils veulent être des businessmen de haut rang, de rang mondial, il faut qu'ils créent les conditions de compétitivité de leur business. C'est-à-dire, vous créez une usine de fonderie de cassitérite, vous l'achetez dans les mêmes conditions que le monde entier. Les Chinois n'ont pas besoin d'organiser un congrès de deux pays, de deux États, pour obtenir l'achat de la cassitérite du Kivu. Les Chinois ne se déplacent même pas pour acheter la cassitérite, le coltan. On touche tout simplement à l'ordinateur, on voit que la Chine achète à tel prix. Que le Rwanda aussi soit compétitif. L'argent n'aime pas le bruit. On ne vend pas par décret. On vend parce qu'on a trouvé une bonne offre. Et si le Rwanda devient compétitif dans la région, il achètera même l'or du Ghana. Il achètera même l'or du Ghana. Il achètera l'or de la Tanzanie. Donc, qu'on ne se fasse pas des illusions que parce que tel président est mon ami, j'aurai tous les minerais du Kivu. Non, il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'argent, il faut avoir la technicité, il faut avoir des accords commerciaux entre entreprises, entre individus. Et l'or du Kivu n'est pas détenu par la Sakima. Pas du tout. L'or du Kivu est détenu par des particuliers et qui ne sont pas bêtes, qui vont eux-mêmes en Chine, ils vont eux-mêmes en Italie, ils sont dans les avions du matin au soir, c'est pas des petits messieurs. Donc, ça relève plutôt d'un lobby, normalement, dans la chambre de commerce,
que d'un décret présidentiel. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci pour vos interventions, prof. Augustin Moutabazi et prof. Arnaud Nyalumba. Merci également à nos téléspectateurs ainsi qu'à nos auditeurs de la radio Sven. Continuez de nous suivre sur www.svenmedia.info ainsi que sur 89.3 MHz. J'étais Judith Assine à la présentation. À bientôt et à tout de suite. Merci.